quel grand moment, j'ai trouvé. Super type, super chouette de discuter avec lui, très simple, très gentil, très mignon. Vraiment, discussion posée au coin du bar comme on aime bien. Quoi. Très, très net Alors, de le c'est voir. vrai qu'on a passé beaucoup moins de morceaux pendant le passage, parce que je trouve que quand on a quelqu'un qui est vraiment comme ça, c'est très chouette de se parler. Alors, on va réaccueillir Saïd. Yes. Et on va accueillir le dernier rentré dans l'équipe, Mr. Oli. Bonsoir. Salut Oli. Dernier arrivé dans l'équipe, dernier arrivé aujourd'hui, dernier pour envoyer ses morceaux, dernier pour tout aujourd'hui. Mais non, pas dernier. Il y a une certaine cohérence. Mais ouais, c'est cool. Voilà. J'envoie un petit message. T'as un peu suivi Je suis arrivé très tard. Je suis arrivé vraiment ici sur la fin de l'interview, donc j'ai pas beaucoup suivi. Mais effectivement, c'est un gars qui est super sympa. J'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer aussi. C'était la seule fois où je suis allé au Hellfest. En fait, on avait un accès à la partie VIP et Cool. il est passé avec sa femme. On a demandé pour faire une photo et tout. Donc oui. Il y a une photo de moi au Hellfest avec mon t-shirt Iron Maiden et eux deux. Ah, trop mignon. Et alors, il a cité un épisode de Colombo. Et donc, j'adore Colombo, donc je connais l'épisode. Et en fait, c'est assez drôle parce que dans l'épisode, il joue donc le tueur, mais le tueur en question est un chanteur de country qui, et ça tu le sais dès le début, qui tue, je ne sais plus si c'est sa femme ou c'est sa sœur, qui est en fait la vache à lait, la manageuse du gars en question. Mais il fait en fait de la country chrétienne, quoi, tu vois. Et oui. C'est assez drôle parce que ce que disait Bale, c'est que dans les années 70, il était connu que pour ça, pour chanter des chansons sur des trains et sur Jésus. Et dans cet épisode donc, de Colombo, il joue un chanteur de country chrétienne qui en a marre et qui tue son manager pour se débarrasser de l'affaire, de cette façon-là de faire de la musique. Ce qui est assez marrant justement sur Johnny Cash en général, c'est que moi je suis toi t'es le dernier Oli, moi je suis plus jeune et du coup moi j'ai une vision quand même très différente de toutes de tous ces gros noms de la musique, parce que pour moi Johnny Cash ça a toujours été ça. Ah oui. Moi pendant mon adolescence, c'est ça, et c'est après, en m'intéressant plus à ce type de musique et en regardant un peu ce qui se passait, que j'ai fait ah ouais quand même c'est de là qu'il vient. Et j'ai limite été étonnée rétroactivement de me dire c'est pas possible, le gars, mais c'est un grand punk quand même, il flippe des trucs et tout. Il y en a plein comme ça. Quand tu vois des musiciens, t'as Little Richards qui a été prêtre aussi, alors que le mec jouait du rock, hurlait dans tous les sens. Je le disais l'autre jour, t'as MC Hammer qui a suivi le même chemin, donc il a fait You Can Touch This, puis poum, il devient prêtre, machin. Enfin, il y en a plein. Si tu prends les Doors et Johnny Cash étaient des artistes qui étaient complètement oubliés, dont plus personne ne parlait, aucune maison de disques ne voulait, ce genre de choses. Et les deux films qu'il y a eu, le film des Doors que j'ai trouvé pathétique parce que c'est plus un film sur Jim Morrison où on oublie un peu qu'en fait les Doors c'était quand même surtout Krüger et Manzarek. L'autre il faisait ses morceaux, mais je veux dire on les passe un peu pour un backing band et je trouve ça triste. Parce que je me souviens que les Doors, à ce moment-là, il y avait que les vieux hippies et les rockers qui connaissaient encore un peu les Doors. Et du jour au lendemain, avec le film, je me rappelle excusez-moi, mais des poufias dans ma classe qui crachaient sur les rockers. Du jour au lendemain, ils disaient, oui, mais Jim, j'ai un album. Ah ben oui, j'ai acheté l'album du film. Putain, c'est Val Kilmer qui chante dessus, quoi, connasse. Et le film sur Johnny Cash, complètement. Alors c'était des gens dont on ne parlait plus. Et Rick Rubin a fait vraiment le combi de génie, parce que la plupart des covers sur le truc, on dit Johnny Cash, mais c'est Rick Rubin qui a tout organisé derrière. Rick Rubin, je vais dire, c'est le mec qui arrivera à vendre une paire de jumelles à un aveugle. Hein, donc,
Ouais, mais tu vois, moi étant né dans les années 90, j'ai pas tout ce background. C'est vraiment plus tard, parce que forcément, moi, tu vois, mon adolescence, en 2001, j'avais 10 ans, tu vois, donc je commence à écouter un peu du rock et de la musique dans ces années-là. C'est difficile de comprendre. C'est ça, et du coup, pour moi, le premier album qu'on me passe, ça va être Suso Poufias. Merci Arthur. Arthur, t'es encore plus jeune que moi, donc peut-être t'as aussi un intake assez intéressant là-dessus. Ouais, mais les Poufias sont intemporels. Les Poufias sont intemporels. Et c'est vrai que dans là où j'étais en secondaire, etc., on était 5 ou 6 dans mon école où il y avait 1000 personnes à écouter un peu du grunge. On nous appelait les grunge. C'est ça. Et on s'est encore quelque chose. C'est ça. Et on s'échangeait. On avait les cheveux longs, gras, et on mettait les pantalons en dessous du cul comme ça. Et on s'échangeait des CD, des Doors ou des Clash et voilà, on était tous en mode Jim Morrison, et on se touchait la cheville dessus. Pour les vieux rockers, on peut faire un épisode mode. Pour les vieux rockers, les grunge ont eu un peu le même effet pour nous, tu vois, parce qu'en fait, les rockers, on était les parias de tout le monde, et du jour au lendemain, avec le grunge, on a vu arriver des rockers de tous les côtés. On se dit, mais... Et puis en plus, ces mecs disaient, ouais, mais tu sais, le rock, attends, il y a 10 minutes, c'était Pearl Jam, quoi. MC Hammer, et maintenant, t'es devenu le rocker qui va m'expliquer quoi. Voilà. Enfin, en parlant de rock, je vais essayer déjà de clôturer une séquence, parce que c'est quand même un morceau qu'il avait choisi. C'est un peu l'émission qui part dans tous les sens. Tous les sens. Mais c'est pas grave. Mais oui, c'est pour ça qu'on est là. Ça c'est je voudrais terminer le Spinal Tap en passant un extrait live de 92, c'est-à-dire plus de 10 ans après le film. Et vous allez voir, c'est un concert au Royal Albert Hall, excusez du peu. C'est quand même une des salles les plus prestigieuses en Angleterre, où il y a une loge royale. Faut pas l'oublier. Voilà, Royal Albert Hall. Donc, tu avais choisi le morceau Rock and Roll, je sais plus quoi ce qui vient après. C'était quoi le titre de ce titre? Le titre de ce morceau Rock and Roll. Je les ai plus parce que moi je t'avais envoyé des liens et tout était noir et du coup quand tu m'as dit j'ai rechoisi des morceaux, j'ai cru que tu avais choisi d'autres morceaux, donc je te laisse dans ta merde, Fab. Débrouille-toi. Ok, c'est sympa. Rock and Roll Creation. Voilà, Rock and Roll Creation, mais j'ai pris une version live. Et vous avez tous vu le film Spinal Tap? Oui. Ah, Oli, tu manques un truc. Moi, au niveau du cinéma, je suis nulle part, moi, au niveau du cinéma. Moi, j'ai pas vu E.T., par exemple. Pardon? J'ai pas vu E.T. Non, mais ça, c'est pas grave, t'es fan de métal. Spinal Tap, c'est le roots, quoi. Ouais, je sais, j'ai déjà entendu. Mais c'est cinéma en général ou par exemple des documentaires, ça tu regardes? Je regarde des trucs une fois de temps en temps, mais je n'ai jamais le réflexe de me dire tiens, maintenant je vais m'asseoir et je vais regarder un truc. Écoute, voilà. Pas de jugement, chacun son médium. Vous avez vu le documentaire sur Anneville? Non, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu le documentaire. En fait, le documentaire sur Anneville, qui là est une histoire réelle, il y a plein de choses que tu revois dans Spinal Tap presque. Enfin, le documentaire sur Anneville à voir absolument. Je veux dire, il est hyper touchant, il est hyper beau. Voilà un de tes projets. Voilà un projet pour ton confinement. Fab, il s'est moqué de moi parce que du coup, je l'ai dit tout à l'heure, Saïd, tu l'as peut-être pas entendu, mais moi, Rob Reiner, qui est le réalisateur de Spinal Tap, je le connais parce que c'est le réalisateur de mon film préféré. Mon film préféré, c'est pas Stand By Me, c'est The Princess Bride. Et personne, vous ne pouvez pas ne pas avoir cette référence. Oh là là, alors franchement, si vous n'avez pas vu The Princess Bride, c'est le meilleur mauvais film. On voit le lien là, peut-être qu'en voyant la photo, mais là. Il y a André le géant dedans. Ah, mais ça veut tout dire. C'est incroyable. C'est le meilleur mauvais film de conte de fées. C'est un nanar, ouais, mais bon. Alors franchement, s'il y a André le géant dedans, ça va il y a André le géant dedans. C'est un très très bon nanar. C'est incroyable. C'est un nanar, mais c'est un film un peu de KPDP comme ça. Et les mecs
qui jouent les combats d'épée ont vraiment fait 6 mois d'entraînement intensif pour te faire des combats d'été où ils n'ont pas de stunt de bord. Ce n'est pas la même chose que le Princess Bride. C'est des combats de KPDP, puis tu as André le Géant qui arrive, qui met des cordes à linge à tout le monde. Et... Exactement, et franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, si vous n'avez pas vu de Princess Bride, c'est obligé. Il y a même Peter Falk qui joue dans Princess Bride. Princess Bride. Exact, oui. C'est le grand-père qui lit l'histoire, parce que c'est Fred Savage qui joue le gamin. Donc il y a Fred Savage, il y a Columbo, il y a André le Géant. Franchement, il y a tout le monde. Regardez ce film et c'est un Rob Reiner. Regardez-le, moi je le regarde au moins 2 ou 3 fois par an. Non, mais du coup, moi j'ai envie de voir ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Vas-y, mais Saïd. Pendant Spinal Tap, je vais regarder le trailer de ton film. Non, mais Saïd, toi qui es petit, vas-y, tu peux le regarder avec tes petits. Voilà. Ah ouais, carrément. Ouais, vas-y. Regarde avec tes petits. Voilà, et on continuera à discuter après avec entre les films du BIF et l'année que Oli nous a choisi. Voilà. Yes. Enfin, vous voyez que même sur scène, c'est un groupe complètement badge. En fait, Oli, Spinal Tap, enfin, tu connais un peu le pitch? Je connais le principe, ouais, je connais le pitch, ouais. Autrement, j'aurais dit à Charles de répéter à nouveau, mais ça va. Du coup, pour celles et ceux qui ne nous suivaient pas, ce que je trouve assez chouette de dire, c'est que tout à l'heure, on a vu le trailer. Et dans le trailer, si tu fais pas vraiment attention, tu te rends même pas compte que c'est un faux documentaire. Tu as vraiment ce côté très... je sais que moi, j'aime bien le format mockumentary. Je sais pas comment on dit en français, mais je pense que c'est un format qui a quand même été beaucoup plus popularisé dans les années 2000 avec des séries comme The Office et des trucs comme ça, ou The IT Crowd et des trucs comme ça. Et là, ça date de 84. Et c'est ouf parce que tu regardes ça, et moi qui regarde beaucoup de documentaires sur des groupes, etc., je regarde le trailer de Spinal Tap et je me dis, ouais, c'est un vrai documentaire sur un groupe de heavy metal en 1984, probablement, parce que c'est tellement bien fait, ça reprend tellement bien les codes du truc que tu te dis, mais ça pourrait exister. Et le fait que le film ait eu tellement de succès que le groupe fictif a été obligé plus ou moins de sortir des CD et de faire des tournées, c'est un truc de malade, parce que c'est pas à toi que je vais expliquer l'histoire du métal, mais c'est quand même dans le début de l'ascension de ces groupes-là, et c'est assez précurseur du coup. C'est assez précurseur. Tu t'attendrais à un film comme ça plutôt dans les années 90 quand même. Oui, c'est ça, mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis, c'est que c'est précurseur dans les mockumentaries. Mais que du coup, le fait que ça soit sur un groupe de heavy metal, comme c'est dans le début de l'ascension de ces groupes-là, et que le mec il se fait, ok, ça va être cool, on va faire un faux documentaire sur un faux groupe de heavy metal. Le mec et qui est devenu avec groupe après. Tu vois, le mec, il a tout compris. J'aurais un petit truc, vu qu'on a plus ou moins préfini sur Spinal Tap. Il y avait Marie cet après-midi de Wicked Pigeon qui m'a demandé, parce qu'ils avaient quelques news sur Wicked Pigeon à donner, tant qu'on est dans la première partie vraiment de l'émission, qu'on laisse sur Facebook, ça serait bien. Et en plus, je vois qu'elle est avec le David Guetta de la rue du Mannequin Peace, alias Petit Murphy, qui me fait les doigts d'honneur. Il se prend pour Johnny Cash, ça y est. Welcome, Marie et Murphy. Et moi, juste... Coucou, salut Marie et Murphy. J'ai vu Mike passer derrière aussi. Ouais, attends, on réajuste la caméra parce qu'il y a une différence de niveau, tu vois, de taille. On est coupé. Ça me fait. Non, mais ça, c'est dans la vie que vous avez une différence de niveau et de taille, les gars. On peut pas vous aider. J'ai pensé au film de Funès avec Bernard Blier quand il s'assoit dans le divan et qui sont toujours à des hauteurs pas possibles. Ouais, c'est bien ça. Tu veux un petit pouf en dessous? Mais je t'emmerde. Coucou tout le monde. Bonsoir Fab, bonsoir Sacha, Saïd et Oli. Salut. Bonsoir. Salut, voilà. En fait, c'est la nouvelle partie culinaire, comment cuisiner son pigeon. Alors, pour ça, le rôle de Maïté. De l'amour à la menthe,
dans le rôle de Maïté, Marie, et dans le rôle du cuisinier suédois, Murphy. Ah ouais, c'est vraiment des rôles de composition. Avec un peu de vin. Voilà. Non, mais en fait, on avait envoyé un petit message à Fab parce qu'on bosse à fond pour le moment sur plusieurs projets et que c'est vrai qu'il y en a certains qui avancent quand même plutôt bien. Et on s'était dit, tant qu'à faire, autant le partager. On a avancé sur la refonte du côté site web et e-shop. Là, c'est la partie de Murphy. Et on avance aussi sur Patreon, comme on avait dit il y a quelques semaines. On est occupé à mettre ça en place. Il va y avoir des streamings dans une salle. Que tu as parlé, vu qu'on est quand même sur la BXL, bon, aujourd'hui, il n'est pas là, c'est Anne. Chapeau, Murph, la galerie photo pour Smoke Bomb est vraiment géniale, honnêtement. C'est toi qui as fait ça? Ouais. Ah, cool. Chapeau. Oui, c'était super bien. Chapeau, vraiment nickel. Je n'étais pas tout seul, il y avait Foufure aussi. Oui! Merci, parce que je me sens vraiment moins seule. Je pensais vraiment être la seule personne au monde qui avait une peluche de Foufure. Moi, j'avais les bretelles Foufure. Je connais encore la chanson par cœur. On se demande si je t'enverrai des photos. Je t'enverrai des photos. Voilà. J'attends les photos de Foufure. Merci. Mais justement, en parlant, après Smoke Bomb, on en parlera quand même. Enfin, toi, t'en parleras. Mais voilà, on est occupé à bosser sur le Patreon. Il va y avoir des concerts en streaming, donc au Motown. Mais on va faire aussi des capsules, des interviews. Et d'ailleurs, s'il y a des artistes qui ont des idées pour pouvoir enrichir ce côté Patreon de Wicked Pigeon, toute proposition est la bienvenue, donc il faut pas du tout hésiter. Tant que ça match avec effectivement les valeurs, les possibilités, nous c'est une plateforme qui va mettre à disposition, donc il faut pas hésiter à l'utiliser. Et donc là c'était plutôt sympa. On commence à bien mettre en place les concerts qu'il va y avoir à la place de la Vieille Réglée. Et donc là on avance, mais c'est surtout que on avance avec Utopiar. Donc souvenez-vous, j'étais déjà venu vous expliquer parler de ça. Utopiar, c'est le parcours d'accompagnement des jeunes artistes pour leur apprendre à professionnaliser leur démarche et à monétiser leurs projets. Et dans ce cadre, on s'occupe parfois de merchandising et donc ça touche au Petri Shop. Et là, on a bien avancé en fait dans les négociations, dans les discussions. Et je vais te laisser carrément la parole, parce que tu vas présenter ça comme un grand. On va essayer ça. Je vais essayer de présenter sans donner trop de détails ni de dates non plus, sans m'avancer, quoi. On avait déjà discuté, je sais plus quand je suis apparu un petit peu derrière mon bar et que j'ai foutu un petit peu la merde dans l'émission il y a 3 semaines, il y a un mois, je ne sais plus quand. Ouais. Mais ont évolué. Du coup, je peux m'avancer à dire qu'il y a un e-shop qui est vraiment là, qui est en cours de création par une équipe de professionnels aussi du milieu. Notre site internet aussi avance bien et lui normalement sera prêt. Normalement, il va être prêt. J'ai mis une deadline pour que le 20 de ce mois-ci il soit opérationnel, mais l'e-shop arrivera dans les jours qui suivent, 1 semaine, 2 semaines, en gros début mai. On va dire ça comme ça, pas donner de date entre mai ou quoi? Quoi ça? Mai. On va pas s'avancer. Nous n'avançons pas sur le 8 mai. Tu as une terrasse que tu veux faire. On va pas il y aura certainement un Codeco pour parler de tout ça. Mais le Codeco, mais juste sur Wicked Pigeon, tu vois, ça va arriver. Ils en sont là. Et peut-être qu'il y en aura un. Je ne sais pas. Mais en tout cas, entre le 1er mai et le 15 mai, quelque part par là, il y aura normalement le nouveau shop qui sera en ligne. Oh. Donc, joli Fab, mais les prochains seront malheureusement encore mieux. Donc, Fab, cache ça. Tu peux juste montrer le logo, mais les prochains seront mieux. Voilà. Bien en plus, Fab, c'est que là, tu as un des derniers exemplaires de cette version de t-shirt parce qu'il ne va plus être vendu. On passe à un autre modèle. Il va y avoir un nouveau modèle de Simon. Et donc, celui que tu as est déjà une édition en super collector. Toujours du même. Il est comme ça.
Il y a Simon, donc l'artiste qui nous fait un tout nouveau design qui va être vraiment terrible et qui sera en édition ultra limitée, à savoir uniquement le stock qu'il y aura en ligne. Donc ce fameux shop sera en ligne et donc disponible entre le 1er et le 15 mai. Je ne vais pas donner de date là pour l'instant, mais il y aura donc 4 artistes dessus. Peut-être pas donner les noms, je ne sais pas si je peux. Bah, bien sûr, tu peux. Donc, il y aura le merch, en tout cas pour les t-shirts de Smoke Bomb. Ils sont très, très chouettes. Je ne vais pas en dire plus, mais ça va être. Ouais, on dit pas plus. J'en dis pas plus. Il y aura le nouveau logo de Simon. Encore. Qui est Simon? Qui a dit ça? Non, j'allais dire, et du coup, est-ce que Simon expose toujours pour le moment ou est-ce que c'est terminé? Oui, il est chez Steffi pour le moment. Et il expose jusqu'à quelle date? Je pense que c'est fin du mois, il me semble. En tout cas, son event, il est référencé tant sur Instagram que sur Facebook. Il y a moyen vraiment de le retrouver. Et sur l'Instagram de Wicked Pigeon, tous les jours, on partage ses stories. Donc, il y a moyen de retrouver l'information assez facilement. Mais donc, c'est pendant la fin du mois d'avril ici, il vous reste 15 jours si vous voulez aller voir l'expo de Simon, qui est un artiste que je respecte énormément et que j'aime beaucoup dans mon petit cœur. C'est Saint-Gilles, je pense, encore, mais c'est chez Steffi. Attends, je vais vérifier direct. On va regarder ça en direct, hein. Ça fait bizarre. J'ai mon GSM qui se met en noir et blanc quand il est passé l'heure pour aller se coucher. Et là, j'ai mon GSM qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais encore? Vous inquiétez pas, s'il faut que je reste avec vous après. De toute façon, il doit rester. Là, il y a des chroniqueurs. Reste en couleur ou en noir et blanc? Numéro 2. C'est Rue Berckmans, numéro 2. Chez Steffi. C'est Saint-Gilles, du coup. La galerie s'appelle comme ça, c'est chez Steffi. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Et vraiment, ouais, Simon, c'est un super artiste. C'est quelqu'un qui gère plein de médias différents. Et c'est vraiment très chouette. Et je suis très content qu'il expose. Et il y a moyen d'aller le voir maintenant, malgré la pandémie et tout, d'aller passer un petit moment dans ce qu'il expose. Et donc, je vous encourage à le faire, vraiment. Et donc, du coup, tu es content qu'il ait un nouveau design pour Wicked? Absolument. Et tu vas acheter le t-shirt? Non, je coupe Je suis pauvre, mais oui. Voilà. Chez Steffi, ça se trouve à Saint-Gilles, entre la croisement rue de Livourne, rue Berckmans. Ok. Pas loin de la chaussée de Charleroi. C'est un petit bar de quartier qui est génial. Il est tenu par Rafi. C'est un super endroit en plus, qui s'est un peu repensé avec le Covid. Ils se sont transformés en micro-pépinières, tout ça. C'était assez marrant et ça fonctionne bien. Et c'est un chouette endroit avec une chouette personne et avec Simon qui est super cool aussi, ça peut matcher, quoi. Donc, franchement, il ne faut pas hésiter à y aller. En plus, avec le nouveau t-shirt qui va sortir en édition super limitée, il va pouvoir encore bien s'amuser. Celui que Fab a, on va bientôt plus le vendre. Il est encore en vente actuellement sur notre ancien site, mais pas pour longtemps. Donc on a dit Smoke Bomb, on a dit Simon. Et il y aura aussi, bien sûr, le Wicked. Ouais, le Bad Pigeon. Le Bad Pigeon, le petit pigeon punk qui sera réédité sur un support largement, comme j'avais expliqué la fois dernière, tous les supports sont de qualité largement supérieure. Bio, éco-responsable et tout machin. Bref, j'en passe. Il y aura plus de détails sur notre site internet. Vous pourrez découvrir dans les prochains jours. Et on a 3 là. Il va falloir travailler le plan marketing parce que là, la communication est très hachée. Moi, je n'échange pas mon tonneau de dash contre vos deux de tin. De vendre ça un peu plus fort. Et il y en aura encore un, je ne vais pas dire de qui c'est, mais en gros, il y aura un gros spermatozoïde dessus. Ouais. Voilà. C'est lancé, il est dedans et il est très chouette. Je réfléchis du coup aux artistes de Bruxelles qui pourraient faire un gros spermatozoïde. En tête, j'ai Mathieu Le Sage. Ouais, non, mais Sacha, oublie, va voir vraiment, mais très loin, quoi, tu vois. Waouh, ok. Banksy.
Ok. Eh ben, vraiment sinon, super. On ne peut pas avoir deux grands talents cross-média comme ça dans une même équipe. Je l'avoue. Ça sera Igor Kropotnioshko. Il n'est pas connu, il n'est pas valable, mais il vient de loin. Voilà, c'est juste. Tous discutent. Comme on vient tous de loin d'ailleurs. Donc, voilà. Ce sera peut-être aussi en lien avec le petit Bon, à partir du 8 mai, on peut se refaire des soirées privées, les gars, il n'y a plus de couvre-feu. Bon, on devra juste être 4, mais il faut juste s'éloigner un petit peu et puis ça sera bon. Hein. On va pouvoir se revoir. On dit ça. Vous me manquez tous en réel. Bon, à part Oli, qu'on ne s'est pas vraiment beaucoup rencontré, et que Saïd, qu'en général, lui, j'évite, mais. Donc, je ne t'entends même plus. Saïd, on se croise depuis je ne sais pas combien d'années. Oui, d'office. Et ça que je l'invite. Ça a été un des premiers chroniqueurs de l'émission, quand même. C'est vrai. Voilà. Sacha était avant moi. Non. C'est pas vrai. Non. Et c'est ça qui est pire, c'est que moi, j'étais là en soutien. Je suis venue vaguement faire un peu des trucs. Tu étais chroniqueur avant moi. Ok. Saïd était chroniqueur avant moi. C'est le premier chroniqueur, parce qu'à la première émission, Tan était invité en tant que Smoke Bomb. Smoke Bomb, c'est ça. Voilà. Et toi, moi, je suis arrivée à l'émission 4, plus ou moins, je pense. Je t'avais pris en chronique. Il ne faut pas les perdre, tous ces fois. Nos premiers invités, c'était Wicked Pigeon, et on avait parlé du petit, petit film qui avait été. Oui, tout à fait. On s'était vu. Voilà. C'est ça. C'est bien le premier chroniqueur. Comment il s'appelle encore Big Horse? Non, c'est pas Big Horse. Pas Big Horse. Si, il y avait Big Horse. Il y avait les Titov aussi, une des premières fois. À la place. C'est Wapers. Et c'était avec, il y avait Senso, The Closers, Big Horse et Benito. Ouais. C'est pas la moitié, quoi. Donc voilà. Et puis le Fab qui nous disait, dans ces temps-ci, c'est déjà super d'avoir ce genre de truc. Exactement. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Hein. Là, il n'y a plus rien du tout. Hein, là, il n'y a plus rien du tout, mais Arthur a quand même réussi à avoir quelque chose. Arthur, est-ce qu'il était au premier? Je ne sais pas, moi. Arthur pose la question. 2 ou 3e peut-être. Moi, je sais que le premier, je l'ai écouté et je n'étais pas là. Je sais qu'il a peut-être fait plusieurs émissions, Arthur. Mais Arthur a fait plusieurs émissions, ça, ouais. De toute façon, tout ça, c'est documenté. Continue à être partout. J'ai mis un post sur la page où on reprend tous les invités de toutes les émissions. Oui, c'est vrai. C'est ouf. Alors, c'est un quand même pas mal. Il a carburé, le Fab. Est-ce qu'on passe à un peu de musique? Est-ce que, alors, j'ai un autre truc. Ça fait 3h52 qu'on est en live, donc il va falloir qu'on coupe et qu'on passe et qu'on passe à l'autre truc. Donc, est-ce qu'on passerait un morceau de musique, mais qu'on en profiterait pour faire la transition? Ce que moi je vais proposer, c'est qu'en fait, je vais vite couper. On va donc, je vais tous vous repasser backstage. Je vais vite couper. Je vous renvoie le lien directement. Merci, encore un truc à dire. Et dès qu'on commence, je lance. Merci, on te reprend après. Ça dure 3 minutes. Ouais, il y a 3 minutes. On a 3 minutes pour aller faire pipi. Il y a Murphy qui a quelque chose à dire. Il le dira après. Tu passes Ordo, ça va exploser. Il y a de la grosse techno là. Vas-y. Alors, on recommencera par, avant je dois en parler, ce que je vais mettre. Ah oui, le Easy and Sleazy, qui est la nouvelle collaboration entre Mick Jagger et Dave Grohl. Je ne sais pas du tout, je vais écouter, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, on voit un peu des vieux là. C'est avec ça qu'on va commencer. Et puis après, on parlera quand même de nos séquences avec le pigeon tordu. Voilà. Donc, je vous repasse tout backstage. Je coupe, je reviens. Ceux qui écoutent encore, qui ont le courage de rester là. Restez sur le Twitch. On arrive. Voilà, on arrive. Ne bougez pas.
Et voilà. Ah, on a perdu Pajou et Saïd. Je suppose qu'ils vont revenir. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau Mick Jagger? Pas grand-chose. Bah, la musique, c'est encore, mais putain, les paroles, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'ils ont voulu écrire les paroles en 2 minutes 30 et ils y sont arrivés, je crois. Ouais, plus ou moins. Je pense que la musique a aussi, je pense que la musique de ce morceau a aussi été écrite en 2 minutes 30, hein, voire 2 minutes 40. Quoi. Ouais, ça sent, okay. On s'emmerdait en quarantaine. On a fait un morceau sur la quarantaine. Et... Ouais. C'est un morceau de 2040, du coup. Ouais, plus ou moins. Enfin. Où est-ce qu'on en était? Murphy avait quelque chose à dire. Murphy avait quelque chose à dire. Oui, un truc, oui. Murphy, que voulais-tu nous dire? Pardon, excuse-moi, j'ai été comme Miss Belgique un peu me changer. Entre chaque interlude, comme ça, j'ai changé de tenue, quoi, tu vois. Oui, d'accord, ça va. Ouais. Je suis prêt. Tout ça, vous m'avez interrompu avec un morceau que j'ai même pas écouté. Il est temps que les bars ouvrent, parce qu'il est vraiment en manque d'attention, ce garçon. Je vais rien dire sur Murphy's dans les bars. Je vais m'allumer une clope. Bon. Les gens sachent. Avant de partir un peu de tous les côtés. Ce que je voudrais, c'est que, bon, Saïd, toi, c'est surtout des extraits de films que tu nous as préparés, mais plus aussi une chanson. Mais je voudrais... Une chanson. Je vais écouter, je voudrais qu'Oli, en fait, je vais lancer la séquence d'Oli. Comme ça, il va pouvoir nous parler de l'année qu'il a choisi. On pourra parler de certaines choses. Et comme ça, on pourra, quand on voudra faire des breaks, aller sur des chansons de cette année-là. Qu'est-ce que tu veux, Murphy? Il essaye de dire son truc, machin. Ouais. Il y avait encore un truc, en fait, par rapport à notre e-shop. On avait brièvement parlé il y a 3 à 4 semaines. Donc, du coup, effectivement, là, on va avoir 4 artistes qui vont être en vente sur notre boutique en ligne et aussi sur nos shops physiques, à savoir pendant les événements qu'on va faire, les concerts, etc. Okay. D'accord, je remets. Mais encore une fois, je veux dire, comme on est prêt vraiment à aider et soutenir tous les artistes, quels qu'ils soient, tant que ça touche au milieu en fait culturel, événementiel ou autre, que ce soit un dessinateur, un peintre, un graffeur, un tatoueur, un groupe, n'importe quoi, un bar. Donc, on est prêt en fait à faire leur merchandising, leurs t-shirts, des goodies, quels qu'ils soient. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, à me contacter, s'il y a une demande de création de quelque chose. Parce que c'est vrai que faire des t-shirts en grande quantité, des goodies. Ouais. Excuse-moi, mais à te contacter? Ouais. Toi, le mec, j'envoie des SMS et qu'il ne répond pas pendant 2 semaines et qu'il fait ça m'envoie. Ça m'améliore, tu sais. C'est pour ça qu'il y a Marie. C'est pas le travail. Je suis là. J'ai un téléphone spécial rien que pour ça. J'ai une adresse mail spéciale. C'est le téléphone de Fab, celui qui reste dans un coffre-fort. C'est un peu comme le téléphone rouge dans les films d'époque, entre guillemets, quoi, tu vois. Donc, nous pouvons créer tout un merch pour ces artistes. Ils ne sont pas spécialement en vente sur notre site, mais s'ils ont besoin, on peut être un intermédiaire pour créer tout ça et même vendre leurs articles aussi sur nos boutiques physiques. Donc ça, c'est un point que je tenais vraiment à mettre en gras, en gros, que nos en gras, en gros, voilà. En gros, tu vois, comme lui là. On ne vend pas et on ne crée pas que pour nos artistes sur notre site, mais aussi pour les autres. On peut être vraiment en intermédiaire à la création en fait de tout ça. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter aussi pour ça. C'est tout pour le moment. Est-ce que vous restez avec nous pour la suite de l'émission? Non. On va dire plein de conneries. Ok. Merci, bonsoir. Bon. Alors, on pose des questions, il faut s'attendre à avoir une réponse. Hein.
vu que maintenant, il a quand même son générique, son jingle. Comme ça, on aura eu les jingles de tout le monde aujourd'hui. On va passer le jingle d'Oli. Où il est, voilà. Je regarde. Ah bah il est content, c'est sûr. Oli, quelle est l'année, après on pourra revenir aussi un peu vers le bif, ce genre de choses, mais au moins comme ça on aura un fil rouge musical dans cet after. Oli, quelle est l'année que tu as choisie? Eh bien, c'est un hasard complet, parce que c'est l'année en fait où le groupe Nine Pound Hammer a été formé. Et donc finalement, je reste complètement cohérent avec le reste de l'émission. 1985. Et à nouveau, coup de chance. Hein, c'est vraiment. Après, j'ai regardé, j'ai fait. Ah, tiens. Tu n'aurais pas dû le dire. Enfin, quoique, non. Non, c'est bien. Non, mais enfin, quand je calcule des trucs, je le dis. Mais là, c'est vraiment coup de bol total. 1985. Moi, j'avais 7 ans. À 14. J'ai eu 7 ans. 14? J'avais 2. C'était les premiers essais de la DeLorean aussi. Oui, tout à fait. Exactement. Le Retour vers le futur est sorti cette année-là. Le premier, évidemment. 4 ans. J'essaie de réfléchir quel âge avait ma mère. Ma mère, elle est née en 72. Je me souviens que elle a 6 ans plus que moi, 13 ans, elle avait. 13 ou 14. Ça aurait pu être. Ma maman avait 13 ans. Elle m'a eu jeune. C'était quoi, tu ne sais pas? Elle écoutait beaucoup de New Wave. Ma mère, okay. c'est vraiment une New Wave kid, donc. La meilleure, quoi. Du coup, ça explique. Mais oui, mais musicalement, il y a eu pas mal de choses quand même en 1985. Moi, j'aime bien faire cette séquence-là. J'aime bien regarder ce qu'il y a eu. C'est énorme. Le plus gros truc qu'il y a eu cette année-là, il y a eu 2 gros trucs. Il y a eu We Are the World. Ah ouais. We Are the World. Mais c'est pas du métal, mais ok. C'est pas, non, je fais pas musicalement, dans le métal non plus. Enfin, ça a été... Concernant musicalement, j'ai la vidéo de Cover Balls, c'est-à-dire qu'on a eu, c'était Denis qui était tantôt, donc qui était là, chanteur de Dirty Wolfgang, qui a organisé un truc où, avec tous les artistes belges, ils ont repris We Are the World. On voit Greg des Son of Disaster, des gens comme BJ Scott. Enfin, on la passera plus tard parce que c'est un truc de 7-8 minutes, mais justement 1985, We Are the World. Ouais. Et il y a eu aussi le double Live Aid, qui a été l'occasion pour Queen de se réunir et de relancer sa carrière. Il y a eu, donc, quand je dis double Live Aid, parce qu'il y a eu la version de Londres et la version à Philadelphie. Et pour la petite occasion, à Philadelphie, il y a Led Zeppelin qui a joué, avec, comme John Bonham était mort, ils ont pris Phil Collins, qui a fait les 2 Live Aid grâce au Concorde, en fait. Le Concorde a permis à Phil Collins de passer de l'un à l'autre et de jouer les 2. La bonne pub pour le Concorde à l'époque. Depuis, on a supprimé le Concorde pour éviter que ça existe, que Phil Collins nous casse les couilles. Merci. Alors, pour la seconde culture, en 1985, le 11 mars, c'était l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev en URSS. Tout à fait. Oli, en général, Ronald Reagan entamait son 2e mandat. Voilà. C'est vrai. Oli ne fait pas ça. Wikipédia. Ah oui, c'est ce que je fais aussi, hein, on va pas se mentir. Alors, Oli, non mais en parlant de Wikipédia, pardon? Qu'est-ce qu'il y a encore en 85? Et après, Saïd, tu diras. Bon, il y avait plein de trucs. Maintenant, c'est vrai que dans les trucs plus généraux, il y avait par exemple le système de nom de domaine d'Internet a été créé en 1985. En 85, sérieux? Déjà? Déjà, ouais. Non, moi, je voyais ça plus loin. Donc, HTTP et tout? Donc, le nom de domaine. World Wide Web? Oui. .be. Wikipedia.be. Déjà en 1985. Le 1er septembre que le Titanic, en 1985, a été retrouvé.
Exactement. C'est bien, on fait une séquence en duo, c'est cool. On se renvoie la balle, comme ça donne un... Merci Murphys. Murphys Wikipédia, on l'appelle. À la musique et au métal en particulier, c'est quand même la fondation de Carcass, mais plus belge, Agathoclès, cette année-là. Agathoclès, exactement. Ouais. Au niveau des groupes belges, il y a eu le groupe punk Les Kids qui ont splitté cette année-là. Ok. Pour se reformer plus tard en 96. Diamond Head a splitté cette année-là aussi, ainsi que les Minutemen. Ça a aussi été une année charnière pour Merciful Fate, puisqu'ils ont sorti King Diamond, leur dernier album, et King Diamond a commencé sa carrière solo cette année-là, 1985. On dirait que tu étais champion. Voilà. La dernière fois. Au niveau séparation aussi, il y a David Lee Roth qui a quitté Van Halen cette année-là. Il a sorti son album solo qui a vraiment entériné son départ du groupe. Au niveau des autres groupes qui ont été fondés en 1985, je trouve ça assez fou. Certains noms, quand on les retrouve comme ça, il y a Dream Theater qui a commencé sous le nom de Majesty cette année-là. La même année que les Guns N' Roses, Jane's Addiction, Radiohead, Forbidden, Violence, White Zombie. Les Revolting Cocks, les Stormtroopers of Death ont sorti leur premier album en 1985 aussi. Murphy faisait ses premiers mix entre Chantal Goya et Andy Rides. Il avait quel âge en 85? C'était vraiment son tout premier truc qui commençait. Quoi? Il y avait -2. -2, voilà. Donc. C'est dire le talent. Ouais. Truc de dingue. Je trouve ça fou de se dire que le premier album de Stormtroopers of Death est sorti l'année où Guns N' Roses se formait, quoi, où Radiohead se formait. Je ne le savais pas, donc j'ai trouvé ça cool. Il y a aussi Iced Earth qui a été fondé cette année-là et Neurosis. Je sais que c'était plus récent. Je reste en fait 85 Radiohead, je cale en fait. Ça me semble. C'est tellement vieux. Pour moi, Radiohead, c'est du mauvais 2000, quoi. Je le suivais pas du tout. Mais ils ont explosé beaucoup plus tard. Ils ont explosé beaucoup plus tard. Radiohead est venu beaucoup plus tard. C'est comme tu parlais de la création de Nine Pound Hammer, c'est 85, mais le premier enregistrement qui date, c'est 88 en fait. Donc, oui, là c'est que 3 ans. Mais c'était aussi l'album des gros, c'était l'année des gros albums live dans le métal. Si je me souviens bien, je crois que le World Wide Live de Scorpion s'était sorti et le Live After Death de Maiden. Exactement. Je me souviens bien. Deux lives assez costauds, assez légendaires, s'il en est. Et tant qu'on parle de live, on peut revenir à la musique avec la création cette année-là du festival Rock in Rio, où Iron Maiden jouait également. Ils ont joué d'ailleurs plusieurs fois. Il y a une version enregistrée au Rock in Rio de Fear of the Dark qui est sortie... Je ne sais plus quand ça a été, mais c'était dans les années 2000 déjà. Où il a dit après dans l'interview, je n'ai pas chanté, on ne lui avait rien demandé. Dans l'interview, il a précisé, je n'ai pas chanté Fear of the Duck, mais j'ai bien chanté Fear of the Dark. Et quand tu l'écoutes, là, tu commences à te poser des questions, en fait. Moi, ce que je trouve fabuleux avec cette version live de Fear of the Dark enregistrée au Rock in Rio, c'est la chanson commence, et puis tu entends plus le public que le groupe sur scène, quoi. C'est assez énorme. Les concerts comme ça en Amérique centrale, en Amérique du Sud, le public est connu pour être extrêmement puissant au niveau des cris et des encouragements. Il y a aussi des anecdotes de Anthrax qui ont joué là-bas et qui ne s'entendaient plus jouer tellement le public gueulait les paroles, des choses comme ça. C'est assez sympa. Le Rock in Rio 85, c'était un des plus gros festivals qui se passait. Il y avait 300 000 personnes. Et quand tu parles d'Amérique du Sud, il suffit de voir la vidéo le DVD des Ramones, où en fait ils expliquent une tournée où ils étaient complètement paranoïaques, il y avait des fans partout à l'aéroport, à leur hôtel, et tu vois la camionnette traverser la foule, et tu vois les mecs des Ramones, ils sont comme ça, ils deviennent complètement fous parce que tout le monde claque sur ce bus, les mecs ils pètent un peu. T'imagines 300 000 personnes qui veulent te toucher? Déjà, on veut mettre personne près de soi, alors 300 000, nous bijoux tout. Hein. C'était assez fou ce qui s'était passé en 85. Alors, qu'est-ce qu'on passe? Un des extraits bif de Saïd ou... Oh ben non, on passe de la zik, on a parlé musique. Et toi, Olivier, t'as retenu quoi de 85? Ah, mais j'ai sa liste, hein. J'ai sa liste de morceaux que... Ah ben, justement. Voilà.
Alors, vas-y. Il y a plenty of choice. Bon, on peut les jouer dans l'ordre, en fait, hein, dans l'ordre dans lequel je les ai soumis, c'est pas un problème. Le premier que j'ai pris, c'est parce que c'est une incarnation du groupe qu'on connaît finalement assez peu. C'est Pantera sortait son 3e album en 1985, I Am the Night, la version glam de Pantera. Ouais, c'était déjà le 3e album en 1985. I Am the Night. Ouais. C'est celui avec Phil Anselmo et ses belles petites crevettes. Il n'était pas encore dans le groupe, c'est le dernier album avec Terry Glaze. Ouais. Ah, ok. Parce que celui après, il y a eu Anselmo avec ses crevettes qui est à mourir de rire. Exactement. C'était toujours la période glam, et puis après, ils sont passés aux Cowboys from Hell que tout le monde connaît. Et là, c'est le morceau Hot and Heavy, et c'est le clip officiel, d'une qualité complètement discutable, puisque à mon avis, il a dû être exhumé d'une vieille VHS quelque part, mais ça donne une bonne idée de ce que Pantera donnait en 1985. Et on comprendra pourquoi ils n'ont pas été connus avant Cowboys from Hell. Exactement. Alors, personne ne dit de blague. Si cette vidéo-là, c'est pas une blague, waouh. Avec Rex Rocker, hein, Diamond Darrell, Vinnie Paul qui était déjà gros. C'est quand même incroyable qu'il soit passé de ça. Je sais pas combien d'années il y a eu entre les deux. J'ai le même, Murphy. Ouais, ils ont quand même sorti, mine de rien, ils ont sorti 4 albums de glam. Hein, donc, non, c'est clair, c'est clair. Tu sais, quand Anselmo les a regardés en grognant, ils se sont dit, ok, d'accord, on fait ce que tu veux. Bon, 1985, bon, c'est... Du petit. Il y a eu un défilé de mode, je ne sais pas si je l'ai entendu. Ah, toi aussi. Mais pour ceux qui aiment la mode, justement, en 1985, Tommy Hilfiger a commencé cette année-là. Ah ben voilà. Ça le motiver à continuer. C'est ce que j'étais en train de dire. À chaque fois, il en met Karl Lagerfeld, il avait quel âge à l'époque? Je sais pas, mais il avait déjà les cheveux blancs, je suppose. Non, mais il est très beau, ton t-shirt. C'est un pull. Ouais. J'étais sûr qu'il allait dire ça. J'en étais sûr qu'il allait me corriger là-dessus. Il me fait peur. Il t'a peur, à fond. Mais c'est quoi? C'est un quoi? Non, mais on va le laisser faire. T'en as pas plusieurs des modèles. T'en as d'autres des modèles. Ils ont tous été vendus. C'était un bon vendeur, tu sais. Bah oui, on voit ça. Ouais, tu le vois déjà chez Zara? Je ne le vois pas chez Zara. Plus bicepsus. Il ferait la gueule tout le temps, tu ris ou quoi? Bah, il faudrait lui donner à boire. Voilà. Mais ça, j'ai fait, hein? Ah oui, mais au Zara. Un pull, un peu offert. En intraveineuse, direct. C'est parfait. Donc, on en était où? 1985. À quel âge? Je sais plus. Donc 1985. Alors, Fab qui parlait de foot, justement. Moi, j'ai moins 6. Voilà, c'est tout. Moins 6. Moi, étant né en 81, tout le monde aura compris que j'avais 8 ans et que je suis nul en maths. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'avais comme autre information? La catastrophe du Hazel, c'était en 1985 aussi. Quoi, les boules ont brûlé? Les boules au Hazel. Non, le stade qui s'est écroulé. Hein, oui, non, la tribune qui a... Non, c'est pas le drame du Hazel avec Furiani, toi. Non, c'est les hooligans. C'est Liverpool contre la Juventus. C'est ça, exact. Putain, des dizaines de morts, là. Pauvre con. 38. Enfin, on repart musique, du coup. Oui, mais sinon, dans les infos sympas aussi, on a exhumé les restes de Joseph Mengele. On parlait de Slayer l'autre fois. Ben voilà, Angel of Death. Voilà, c'est vrai, cette année-là, c'est drôle. C'est aussi cette année-là que le Night Stalker Richard Ramirez a été arrêté à Los Angeles. Richard Ramirez. On avait tué quand même pas mal. Hein. J'ai vu un truc Netflix là-dessus.
Oui, il y a eu un truc que je n'ai pas vu, évidemment. Mais ouais. Au niveau jeux vidéo, par contre, si vous voulez, il y a eu Super Mario Bros. Qui est sorti cette année-là. La même année que Microsoft a lancé son système d'exploitation Windows, le premier Windows, 1985. Et c'est aussi l'année où Steve Jobs a démissionné d'Apple avant son comeback. Putain, c'est une super année au niveau technologique, dis donc. Ouais, quand même. Hein. Ouais, c'est aussi cette année-là que le premier Calvin et Hobbes a été publié. Ok, bon, ça me touche moins. Et sinon, oui, l'Amiga qui est sorti cette année-là aussi. Et voilà pour les informations non musicales. Des albums marquants, il y en a eu quand même une tripotée. Trop, sans déconner. Ouais, mais j'en ai quelques-uns comme ça que j'ai relevé. Le Metal Heart de Accept, le Spreading the Disease de Anthrax, on parlait d'Armored Saint la semaine passée, le Delirious Nomad, c'est cette année-là aussi. Bathory a sorti The Return cette année-là, le premier album de Carnivore, le To Megatherion de Celtic Frost, le Bonded by Blood de Exodus, We Care a Lot de Faith No More, le premier album de Halloween, le Ostrogoth, le groupe belge, sortait son deuxième album cette année-là. Et oui. Megadeth, Killing is My Business and Business is Good. Slayer sortait son Hell Awaits et le Live and Dead la même année, le faux live donc, le Live and Dead. SOD, j'en ai déjà parlé. Pantera, I Am the Night, j'en ai parlé. Et Possessed sortait l'album Seven Churches qui définira un petit peu ce qu'est le death metal. Et voilà comment tu introduis le prochain morceau. Transition. Eh ben oui, effectivement. Le morceau Death Metal de Possessed, donc c'est le morceau qui clôt l'album Seven Churches, qui est considéré comme, si pas le morceau fondateur du Death Metal, en tout cas un des morceaux fondateurs du genre. Tous les ingrédients du style sont déjà là, et ça a effectivement été un des premiers groupes à sortir de la musique dans ce style-là. Et ce qui est comique, Possessed, c'est avec Gary Lalonde, qui en fait était aussi un des élèves de Joe Satriani. Très rigolo. Joe Satriani, il y a eu quelques élèves dont certains ont été vaguement connus. Oui, certains, oui. Bon, Death Metal, Possessed. Alors, ça, c'était pour le morceau métal de ma sélection. J'essaie de varier un peu les styles. Hein. On a un truc un peu plus glam rock. On a eu le morceau métal. Il y aura un troisième morceau qui sera encore un peu différent. Je me suis amusé à regarder le top 10 du Billboard, donc des ventes de disques en 1985. En 10e, c'était Take On Me de AA, Crazy For You de Madonna, Money For Nothings de Dire Straits, Everybody Want to Rule the World, Tears for Fears, Out of Touch, All and Oates, I Feel For You, Chaka Khan, I Wanna Know What Love Is, Foreigner, Wake Me Up Before You Go, de Wham, Like a Virgin et Careless Whisper de Wham. C'est-à-dire que Wham avait 2 morceaux dans le top 3. Pas mal, quoi. Et ils ont été joués en Chine cette année-là. Dans le top 10. Madonna, 1, 2. Madonna commençait sa carrière à ce moment-là. Elle a fait sa première tournée pour son premier album, Like a Virgin. C'est du par cœur en plus, là, Madonna. Bah non, ça fait partie des trucs que j'avais repris, donc non, je te rassure, je connais pas aussi bien. Ok, dommage, ça a été drôle. Il y a eu des trucs encore marquants au niveau purement musical en 85. Un événement qui est assez connu, c'est l'intervention de Dee Snider lors de la Parents Music Resource Centers Commission. Donc il y a eu le débat sur la censure dans la musique. Il y a eu Frank Zappa, John Denver et surtout... Pardon ? Maël. Non, il répondait au message qui est sur le côté. Ah, ok. Donc il y a eu John Denver, Frank Zappa et Dee Snider qui ont participé et qui ont démonté tous les arguments de Tipper Gore notamment, et qui ont abouti à non pas la censure musicale des œuvres qui étaient sorties à ce moment-là, mais l'ajout du fameux petit autocollant Parental Advisory. PMRC. Ça vient de là. Et en fait, les groupes voulaient absolument avoir cet autocollant, parce que cet autocollant, en fait, il disait qu'il y avait soit du sexe, soit de la violence, ou des trucs comme ça. Et en fait, les groupes qui n'avaient pas ça n'étaient pas vraiment pris au sérieux, quoi. Il y a des groupes qui ont rajouté des fucks sur l'album pour pouvoir avoir le sticker. Eh ben,
Nous, au Rockaway, j'ai ramené comme ça à la maison un album, je ne sais plus tout ce qu'il y avait dessus, mais où entre autres, il y avait Slayer, où ils avaient bipé tous les fucks, et c'était le CD que le magasin pouvait passer pour faire de la pub pour les disques qu'il y avait dessus, quoi. Donc, mais c'était les versions censurées, quoi. Donc tous les fucks je crois que c'était le morceau Disorder avec Ice-T qu'ils avaient fait, qui était, donc c'était bien longtemps après, mais je veux dire, c'est un truc qui vit encore maintenant. Tu peux pas dire fuck à la télé américaine, quoi. Ben, on a eu et je me souviens d'ailleurs d'avoir fait des interviews avec des artistes qui étaient tout contents de pouvoir dire fuck à la radio, quoi. Et donc, fuck dans tous les sens. Je pense que c'était de King Never Died d'Anastasie qui nous avait demandé s'il pouvait jurer à l'antenne. Il y a eu ça la semaine passée aussi. Le gars de. Creature. Oh non, pardon, c'était pas d'Anastasie, c'était Creature, le chanteur de Rebelmatic, qui a dit I swear on a. Voilà. Donc, ils demandent régulièrement s'ils peuvent fumer et boire aussi sur BXL. Ah ouais, c'est drôle ça. Régulièrement, ils nous voient du coup parce que Fab fume et donc on voit des trucs et ils font. Mais ça arrive assez régulièrement aussi. C'est rigolo. Comme quoi, Parental Advisory. Ouais. Ça en aura fait des choses. C'était aussi l'année où il y a le premier album qui a vendu plus de copies CD que de copies vinyle. C'était l'album Brothers in Arms de Dire Straits. La raison est que c'est un album qui a été entièrement enregistré de manière digitale. Et donc, du coup, la qualité était supérieure, en tout cas, enfin, était différente en tout cas par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et c'est le premier album plus vendu en CD qu'en vinyle. Et Brother in Arms, c'est le morceau avec Money for Nothing. Ouais. Dire Straits, et c'est la première vidéo qui est passée sur MTV, si je me souviens bien. Donc, est-ce que 1985 ne serait pas le début de MTV? C'est pas le début de MTV, mais c'est le début de VH1 aux États-Unis. Donc, MTV, je crois, était sorti l'année d'avant. Ah donc, Brother in Arms, alors, est sorti en 84. C'était depuis longtemps. Moi, ici, je vois que c'est le 13 mai, apparemment, que c'est sorti, Brothers in Arms. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau de la vidéo. J'ai pas vu d'informations sur la création de MTV, mais quelque chose à creuser. Je suis en train de Pendant que tu cherches, je vais continuer. Il y a eu, c'est aussi l'année où Michael Jackson a acquis tous les droits de publication des albums des Beatles. C'était une vente aux enchères à laquelle il était opposé à Paul McCartney. Et Paul McCartney a perdu, et c'est Michael Jackson qui a eu les droits des albums des Beatles, donc en 1985. Et avec Michael Jackson, the first video to air on MTV, c'était Video Kill the Radio Star. Il ne faut pas oublier que Michael Jackson, après, a épousé la fille d'Elvis Presley, c'est-à-dire que dans le même ménage, ils avaient les droits des Beatles, les droits de Michael Jackson et les droits d'Elvis Presley. Si ça, c'est pas kitsching. Ça a été kitsching, hein? Ça a été kitsching, monsieur. Sacré tataillé. Au niveau musical toujours, le chanteur original de Death a quitté le groupe cette année-là et Chuck Schuldiner est devenu le chanteur de Death en 1985. Il y a eu une compilation qui est sortie qui s'appelait Welcome to Venice, avec notamment les Suicidal Tendencies dessus, Beowulf, et c'était la première compilation à vraiment mettre l'accent sur la scène crossover qui se passait à Venice Beach, en Californie. Crossover californienne. Il y avait Excel aussi, je crois, dessus. Je dois avoir cet album quelque part, je pense. Voilà. Et sinon, est-ce que j'ai encore quelque chose? Oui, Roger Waters qui annonçait son intention de quitter Pink Floyd cette année-là. Et 2 fans de Judas Priest qui se sont suicidés aux États-Unis en écoutant les albums du groupe. Et c'est de là qu'est venu le procès. Hein. Les procès avec Zappa et compagnie, ça a découlé de ça. Parce que Judas Priest avait été attaqué au tribunal. Et après, ils ont voulu attaquer l'ensemble du rock pour le côté danger.
Alors, je ne sais pas, parce qu'ici, au niveau donc, quand j'ai parlé justement des auditions de Snyder et tout ça, c'était au mois de septembre. Et là, ici, c'est le 23 décembre que les deux fans se sont suicidés. Mais par contre, il y a eu effectivement un procès dans lequel on accusait Judas Priest d'avoir introduit des messages subliminaux en backmasticking. Donc, il fallait jouer, soi-disant, le vinyle à l'envers pour, soi-disant, entendre des messages incitant les gens à se suicider. Il existe un super documentaire là-dessus où tu vois Judas Priest qui ont vraiment démonté tout et ils ont écouté tout leur album à l'envers et ils ont noté tous les mots qu'il y avait sur l'album. C'est à mourir de rire. Murphy? Oui. Ouais. Des trucs de. Tu étais là, tu étais là. En dessous de la table. Je suis. Il a fait toute une chorégraphie depuis 10 minutes, mais. Ouais, mais on le voit. Oui, mais. Oui, moi je le vois là, je le vois. C'est la version. En fait, Murphy fait la version pour les malentendants. Moi, je parle et lui. En fait, il danse, il fait son truc, et comme il y a un décalage sur le grand écran, après il arrête, il regarde le résultat, il se marre tout seul. Il fait le truc, puis il s'arrête, il regarde sur le grand écran. Bon, c'est très perturbant. Pour l'anniversaire de Murphy, on va lui acheter un miroir. C'est plus ouais, ben ça va bien. C'est le mois prochain, c'est le 11 mai. Hein, donc, voilà. Avec un miroir, il n'y a pas de delay, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas de lag. Ça dépend à quelle heure de la journée, quoi. Et du taux de bière, de vin. Oui, parce que là, je bois du vin. Donc, depuis le confinement, mon reflet, c'est déjà barré parce que moi, je n'allais pas assez vite. D'ailleurs, en parlant de ça. Mais non, mais pas partout. Ok. Tu me fatigues, chouchou. Oli, je propose que tu nous parles de ton troisième morceau. Ça tombe bien parce que je passera le morceau de Saïd. Enfin, Saïd nous expliquera pourquoi il a choisi ce morceau et blabla et tout ça. Donc, c'est quel morceau? Alors, on va le dire. Non, mais je sache si je fume une clope ou pas, quoi, tu vois. Tu peux rester, tu vas bien aimer, je pense. Et à nouveau, je trouve que la transition est magnifique puisqu'on reste sur le sujet. Il s'agit du morceau Alcohol par Gang Green, qui est aussi un morceau qui est sorti cette année-là, qui a été repris à de nombreuses reprises depuis et qui est toujours aussi efficace. Eh bien, merci. Du coup, ce morceau, c'est qu'à la base, c'était une face B. C'est la face B du Skate to Hell. Fab, j'allais dire justement merci. C'est un morceau que j'ai connu il y a hyper longtemps dans une putain de vidéo de skate de chez Zero. Et une vidéo qui date des minimum 1985. Ouais, mais c'est une vidéo, je pensais à genre la Misted Youth de Zero qui date de 99 et dont ce morceau a été repris dedans. Et ouais, j'ai pas été fumé club du coup. Oui, t'as vipé. Je veux Shazam. Juste pour savoir de quelle vidéo elle venait, quoi, tu vois. Merci. Mais c'est à Oli qu'il faut remercier, c'est lui qui a choisi donc ce titre. Il a une tête de con, donc non. Bon, ça va. Bisous. C'est pas fait quand même. Tu vois, il est meilleur que toi. Il a trop bu. Voilà, qu'est-ce que ça fait l'alcool. Ah là. J'ai lancé un. En plus. Mes petits loups, moi je vais aller me retirer dans mes appartements. Je vais vous laisser avec le cru. Il a foutu la caméra partout. Surveillez ma maison. Dites-moi. Oui, j'ai mon téléphone. Dis-toi que tout est enregistré. Il est en train de foutre le feu, il se fout à poil. Non, mais fais gaffe, il y a le chat derrière toi. Et en plus, il n'arrête pas de maltraiter ce pauvre chat. Vous le voyez en plus. Hein, il est sur le côté. Il n'en peut plus. La bonne nuit. Je vous souhaite une bonne soirée. Après, vu qu'ils vont bientôt devoir partir, donc Oli a fait sa séquence. Oli, la semaine prochaine, n'attends pas vendredi, essaye de tout me taper. C'est bien pour le jeudi, comme ça je peux déjà tout préparer. Je ne suis pas en vacances la semaine prochaine, donc j'aurai le temps de travailler là-dessus. Et ce qui est le plus important aussi pour les autres, c'est même si tu mets tes liens le jeudi, essayer de donner l'année lundi, mardi, comme ça on peut vraiment rechercher le truc qu'on a envie. Voilà. Vu que de toute façon je ne réfléchis pas pour la donner, je peux le faire, oui. Je peux le faire. Maintenant, je vais donner le bâton de parole au petit Saïd
qui fait Born to be Wild sur son petit scooter. Et toi, Born to be Wild sur son petit scooter, ok, en super. 1985, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Ah, c'est vrai, tiens, il en était où, Jacques Martin? J'allais dire Fab, Jacques Martin, qu'est-ce qui se passe? Il martyrisait déjà les gosses. Tu crois? Ah ouais. Donc, 1985, ben, bon, moi, j'ai pas vécu cette année-là en métal, on peut pas raconter des carabistouilles. Moi, j'ai retenu quelques trucs hein, qui ont été cités, bon, entre autres le Megadeth. Mais moi, je dois dire que un des groupes que j'ai repéré, qui a sorti un album qui m'a touché dans cette année-là, c'est quand même Slayer. Moi, Slayer, j'ai mis un certain temps à les écouter et j'ai commencé à les écouter quand ils ont sorti leur morceau, justement, Disorder avec Ice-T. Et donc, j'ai découvert toute la discographie en une fois. J'ai un collègue au travail, à mon job d'étudiant, qui m'a vendu toute sa collecte de CD de Slayer. Et j'étais, mais... Quoi? Fan déçu? Il changeait de... Ouais, enfin, je sais plus si c'est pas à cause d'une femme ou quelque chose, mais en tout cas, voilà. Et je me souviens encore de moi rentrer dans la cour de récré en train de me dire, ouais, lequel je vais mettre en premier, quoi, tu vois, enfin, c'était... Voilà, et donc, Hello Waits, déjà magnifique pochette, une intro caverneuse, complètement, enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu l'intro, c'est des voix qui te viennent de partout comme ça, enfin, t'as vraiment l'impression d'être en enfer. Ça y est, tu parles de 1985 et de Slayer. Là, je trouve que Oli, en tant que grand métalleux, a oublié quelque chose, c'est que c'était la dernière grande édition du Heavy Sound Festival de Poppering. Ah, 85, c'est vrai? Metallica. Et là, regardez cette affiche en 1985. Oui, à savoir que Slayer a joué le premier concert qu'ils aient donné hors des États-Unis. C'était au Heavy Sound Festival 1983, Poppering, donc le premier concert de Slayer hors des États-Unis. Le concert est sur YouTube, mal filmé. Tout à fait. Mais le concert, on peut le voir sur YouTube et ça m'a fait marrer parce que moi j'étais à ce festival et c'était, on se demandait en fait un peu quoi avec Slayer tellement il y avait ce côté. Moi j'écoutais déjà du hardcore, mais du côté métal, j'avais rarement entendu une telle violence. Je me suis dit tiens, ça redevient cool. Ouais, et d'ailleurs, est-ce que c'est en 83, je crois, plutôt qu'en 85, qu'il y a eu profanation de tombe à Poppering? Ou alors c'était peut-être en 85 et du coup, le festival a dû s'arrêter. Donc il y a eu une profanation de tombe dans le coin là-bas et... je sais pas si tu sais voir ça comme ça, mais en tout cas, voilà... ou en tout cas, c'est la légende urbaine que moi j'ai toujours entendu autour de la fin de ce festival. C'est qu'une profanation de tombe a fait tomber le festoche. Mais donc, voilà, là, le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau de 1985, mais cette fois, c'est en Hollande, enregistré au Dynamo Open Air, qui n'a d'ailleurs pas l'air très open air, mais qui... c'est enregistré dans la salle du Dynamo. La base est une salle. Et je vais vous laisser parce qu'à force qu'il raconte des conneries, j'en peux plus, je suis fatiguée. Je vous fais plein de bisous. Abruti. Ça, c'est une belle soirée. Courage. Et bon courage pour la suite du week-end. Un truc que je voulais dur. reparler avec le Poppering, c'est qu'il y a eu je cherche cette image. Lee Aaron, chanteuse canadienne, avait un legging moulant rouge et elle était hyper camel toe. Ça a été en poster géant dans le Hard Force Magazine. C'est-à-dire qu'il fallait, le Hard Rock Magazine, il fallait garder en fait les 4, chaque semaine, il y avait un morceau de ce poster et on pouvait l'assembler
quand tout était fini. Waouh, ça a été, ça va faire un peu gros scandale. Scandale, carrément. Choisissent pas leur combat, ces gens. Hein. C'était assez comique. Voilà. Donc, on va revenir à Slayer parce que musicalement, c'est quand même vachement plus intéressant que l'insipide Liaron. Voilà. Donc, Donc, c'est Kill Again, qui est un morceau excellent. Hein. C'est, le besoin de tuer en cœur et en cœur. Kill Again, Slayer. Vocalement, il n'était pas encore prêt. Hein. Bon, si, hein, écoute, tu n'y connais rien. Moi, c'est les lights qui m'ont fait rire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un spot qui se perd dans tous les sens. Il ne sait pas où aller. C'était assez drôle. Mais non, mais voilà, Slayer. Et en fait, je repensais à un des derniers concerts de Slayer que j'ai vu à l'Abbé. C'était pas la toute dernière tournée, mais je crois c'est juste avant. Et en voyant ce concert, je me disais, Slayer va disparaître, Motorhead est parti, Black Sabbath a aussi arrêté. Qui y a encore qui représente comme ça un certain statut métal. Priest. À l'époque, Priest, mais oui, je suis d'accord avec toi peut-être maintenant, mais à l'époque, Priest n'était pas plus. Oui, mais je veux dire, au moment où j'ai vu ce concert et où je me suis fait cette réflexion, Priest n'était pas sur les devants de la scène comme ils peuvent encore l'être maintenant. 84, il y avait 3 grands groupes. Oui, non, je parle de. Non, oui, mais je parle de maintenant, moi. Je parle du moment de la disparition de Slayer parce qu'ils ont fait leur tournée d'adieu. Un peu avant, il y a Motorhead qui a arrêté parce que Lemmy est décédé. Black Sabbath a aussi fait une tournée d'adieu. Et je me demandais de cette époque-là, parce que tu vois, Metallica, je ne les considère plus comme un groupe vraiment influençant ou touchant vraiment la scène métal comme un Slayer. Un Motorhead l'a toujours fait, un Black Sabbath l'a toujours fait. Mais Dunn est toujours resté au sommet quand même. Ouais, mais voilà, ils sont beaucoup plus gros, quoi. Tu vois, c'est comparé à un Slayer ou à un Motorhead, c'est le statut Metallica quasi. Ils ont un avion, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, le Motorhead n'avait pas d'avion, il avait un tank. Est-ce qu'ils s'exportent vraiment beaucoup en dehors du milieu métal? C'est-à-dire que c'est un groupe que n'importe qui peut apprécier, je pense, parce que ça reste très mélodique. Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de non-métalleux qui écoutent du Maiden comme ça? Non, mais parce que ça, c'est un argument qui vaut aussi pour Slayer. Pas beaucoup de gens en dehors de. Mais je veux simplement. Voilà. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu mets 3 groupes. Tu mets un groupe qui est des années 70, Sabbath. On parle de Slayer, qui est déjà la génération 85-86, qui a atteint les succès vers 87-88, et Maiden, qui a explosé en 83. Oui, je suis d'accord avec toi. On pourrait mettre Maiden, mais Maiden, c'est pas un groupe que tu vas voir à la baie. Autant dire Sabbath non plus. Mais... Du temps de Blaze Bayley, ils y étaient presque. En effet. Mais donc voilà, les 85, quand même assez intéressant. Mais Black Sabbath est aussi gros que Maiden. Black Sabbath, c'était en Hollande, c'était une salle de 15 000 personnes. En Belgique, c'était les Fest en tête d'affiche. Hein. Donc. Ouais. Mais bon, ça dépend aussi des époques de Sabbath. Hein. Pour la pochette de Slayer, le Hello Waits, il faut savoir aussi que les démons qu'on voit sur la pochette sont en fait des quasi-plagiats de l'œuvre de Mobius. C'est dans Injustice à fond. volume 2. C'est une des anecdotes que j'ai apprises dedans. Excellent. Ça pourrait être comique un jour avoir des séquences sur les grands plagiats du métal. Parce qu'on a vu aussi, il y a des groupes légendaires qui ont fait des pochettes d'albums, et on a vu des groupes franchement secondaires que tu voyais qu'ils essayaient pas de copier, mais presque, quoi. Ou même des groupes comme, on parlait de Kingdom Come, qui a tout copié sur Led Zepp, ou ce genre de choses. On a accusé Led Zepp aussi d'avoir volé des musiques. Tout à fait.
Donc, oui, je ne sais pas si c'est une séquence amusante. Je ne sais pas si on pourra en avoir tant que ça. Il faut déjà des cas avérés, entre guillemets. Oui, en plus. On peut parler de plagiat, ou on peut simplement parler, écoute ça. De grosses ressemblances. Il y avait, prends par exemple le compositeur qui a écrit les morceaux pour Bon Jovi, Chateau de Heart, qui a écrit des morceaux Bon Jovi, tu demandes des trucs sur Bon Jovi, qui a écrit pour Bonnie Tyler, qui a écrit pour Meatloaf. Et en fait, si tu reprends la mélodie de chaque fois, c'est à chaque fois le même truc. c'est une mélodie qui Desmond Child, il a écrit pour Kiss aussi. Et en fait, il a 4-5 méga hits, si tu regardes, c'est à chaque fois la même mélodie, quoi. Le mec, tu te dis, putain, il a juste recyclé, quoi. C'est assez fou, quoi. Mais ouais, ça se fait encore de nos jours aussi. Et pour changer un peu de style, après Slayer, sur encore des brutalités qui viendra de notre part, moi, je proposerai un peu de douceur avec le morceau Pajou a choisi. Oui, 1985. Voilà, du coup, l'année c'était 1985 et mon groupe préféré de tous les temps. Si je dois choisir un groupe d'entre tous et que c'est le seul groupe que je peux écouter jusqu'à la fin de ma vie, ce sera Depeche Mode. J'adore Depeche Mode, je kiffe Depeche Mode. Et en 1985, ce qu'ils ont sorti, c'était Shake the Disease, qui est une de mes chansons préférées. Et voilà. Vu qu'on parlait de 85, c'est aussi mon premier Werther, parce que j'allais voir le groupe qui jouait dans le bas de l'affiche, et en fait, ça n'avait pas ici, ils ne sont pas dans le bon ordre, parce que les premiers, si je me souviens bien, c'était un petit groupe d'Atlanta aux États-Unis qu'on ne connaissait pas, qui se pointait là en tant que tout premier truc, et ça avait été REM. C'était leur premier concert qu'ils avaient ouvert, et ça, c'était, je vais mettre, à l'époque, c'était encore Torhout Werther, il y avait un jour à Torhout et un jour à Werther, et donc j'étais à ce concert, et j'avais payé 450 francs belges, c'est-à-dire... Oh, dur. Attends, 10 € pour ceci. Ah ouais, pas mal. Ah ouais. Ok, oui, non, mais très bien, mais voilà. Déjà voir YouTube pour un nombre d'euros inférieur à 3 chiffres, c'est déjà... Ouais, Joe Cocker, Depeche Mode, REM, The Ramones. Moi, Depeche Mode, dans les années 80, je tue pour revoir Depeche Mode en 93, quoi. Mais ne dis personne regarde YouTube, hein, c'est qu'à on était partis au bar, nous, pendant Depeche Mode. Et franchement, moi... Des Bloody Sunday, c'est-à-dire l'époque où U2 faisait encore de la musique et Bono ne faisait pas de politique. Ah ouais, mais voilà, mais moi, Depeche Mode qui reste un de mes groupes préférés, Depeche Mode sur Songs of Faith and Devotion, ça reste mon meilleur live. Et je revois du coup ce live qui est de 93, je pense, et si je pouvais voir un live dans ma vie, ce serait celui-là. Et je regrette, franchement, j'ai vu énormément de groupes dans ces trucs-là, dans les gros fests, qu'on zappait parce que nous, on était plus punk ou rock avec certains trucs hard rock, metal. On allait voir ces groupes-là et on laissait souvent les autres de côté. Et maintenant, j'ai été à ces concerts et j'ai même pas approché de la scène pour Depeche Mode parce que Depeche Mode, c'était de la pop pour nous, quoi. Ouais, je sais. Et je peux comprendre. Je peux comprendre à l'époque. Mais voilà, après, Depeche Mode, ça a été un de mes premiers groupes. Ça a été un des groupes qui m'a envoyé vers le rock. Parce que, voilà, mes parents sont des fans de Depeche Mode. Je viens d'une famille qui sont des fans de Depeche Mode. Et c'est comme ça que j'ai pu entrer dans le rock. C'était vraiment... Ma mère, elle était fan de The Cure et Depeche Mode. Et c'est comme ça que j'ai appris tout. Et il n'y a rien à faire, tu vois. Depeche Mode dans les années 90,
Et Dépêche Mode, leur image dans les années 90, ça a beaucoup influencé sur ma sexualité à l'heure actuelle. Voilà. Dave Gahan dans les années 90. Il y a un truc. Qui a été toute mon adolescence, j'ai fait. Je ne sais pas si vous aviez connu Roxystown, le petit magazine qu'il y avait où Patchouli écrivait déjà. Roxystown, c'était un magazine rock belge et il y avait le courrier des lecteurs où la New Wave était en plein boom. Et quand tu as parlé que ta mère écoutait Cure et Dépêche Mode à l'époque, c'était comme quelqu'un qui aurait dit j'écoute les Beatles et les Stones. Parce que tu le voyais, je voyais dans les lettres, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de magazines, on avait un magazine belge, on lisait les lettres des lecteurs. C'était c'est Dépêche Mode qui est la vraie New Wave. Et puis la lettre après, c'est Cure qui est la vraie New Wave, c'est pas tout comme ces connards de Dépêche Mode. C'était fou, les bagarres qu'il y avait entre Cure et Dépêche Mode, parce que tu peux demander à ta mère, les fans se pétaient la gueule, enfin, s'engueulaient en tout cas. Il y a les lettres, il y a les forums. Demande à ta mère si elle n'a pas envoyé un courrier à Rock Distance. Oui, mais bien sûr. Mais du coup, imagine moi en tant qu'ado qui voit ça et qui du coup décide, parce que moi je suis la génération Internet, il n'y a rien à faire. J'ai eu l'Internet assez facilement, j'ai eu l'Internet assez tôt. Je pense que j'ai commencé à aller sur Internet, je devais avoir 7 ou 8 ans. C'est tout. En même temps, Internet, c'est à moins de 20 ans. Oui, j'ai ça. Et du coup, moi, je suis née en 91. Et même moi, je trouve que j'ai eu Internet assez tôt. Et le premier album que j'ai téléchargé, c'est un album de Dépêche Mode. Et du coup, moi, ça a été la première imagerie à laquelle j'ai été confrontée, tu vois. Snap. C'est quoi encore le site que Metallica... Quoi? Napster, c'est ça. Et Pajou, je tiens directement à me faire pardonner, ce n'est pas du tout, mais à l'époque, les fans de rock qui se foutaient un peu de la gueule de Dépêche Mode, enfin surtout plus Dépêche Mode, pas de problème, plus pop, alors que maintenant, personnellement, même moi, je vais apprécier énormément les trucs qu'ils ont fait, mais à l'époque, il y avait plus de secte. Ah mais c'est bien que je ne vais pas le prendre pour moi. On appelait Dépêche Mode, on disait les PD moches, parce que c'est... bien sûr. Dépêche Mode, PD bien moche. sûr, et je peux comprendre. On pourrait entendre années 80. Et les New Wave se foutaient de la gueule des punks, on nous appelait, je ne sais plus comment aussi. C'était cette petite bagarre et on essayait de casser toujours le groupe de l'autre. Enfin, vraiment, qui fait pipi le plus loin, ridicule. Ah, mais bien sûr. Mais, et c'est pour ça qu'à mon âge, ça me fait plaisir d'arriver avec un amour du New Wave que ce que j'avais quand j'avais 20-21 ans. Et puis, j'ai rencontré des personnes qui étaient plus dans la scène punk et je ne savais pas qui étaient les Dead Kennedys avant de te rencontrer, Fab. Tu vois, enfin... En fait, il y avait Bob. Je me demandais qui c'était les Dead Kennedys. John. Mais on a fait la même blague au même moment. Donc, on va quand même écouter ce Dépêche Mode. Shake the Disease, du coup, de 1985. Flex. Il y a un bon remix sur moi. Fab, moi, après, je vais aller me faire dodo. Okay, oui, Slayer. Dépêche Mode va m'aider à m'endormir. Oui. Tu fais bien, ouais, parce que c'est le cas. Moi, j'avais dit, je pars main dans la main avec Saïd, donc... Les métalleux, quoi. Bande de petites bites. Les premiers à quitter la table, ici. Et en plus, le dernier arrivé. La réputation est faite. Quoi? Ah ouais, en plus. Et en plus, c'était le dernier arrivé. La réputation est faite, à mon avis. On va à la semaine prochaine. Allez. Donc, Dépêche Mode et on continue après. Voilà, entre nous. Santé.